Bonjour, avec cette troisième vidéo, je vais évoquer l'état agentique et l'agentivité. Alors, Hannah Arendt s'était déjà interrogée sur la manière dont l'être humain a pu mettre en place les camps de concentration en 39-45, sous l'angle de la philosophie et de la politique. L'état agentique a été mis en lumière notamment par les expériences imaginées par Milgram en 1961, au moment où on jugeait le criminel nazi Adolf Eichmann, afin de mieux comprendre, de mieux cerner les conditions de l'obéissance et de la désobéissance à l'autorité. Pour Milgram, l'état agentique est la condition dans laquelle se trouve une personne lorsqu'elle se considère comme l'agent exécutif d'une volonté étrangère qui émane d'une autorité. En fait, le sujet ne se sent plus responsable des conséquences de ses actes, autrement que par la qualité avec laquelle il va exécuter ce que l'autorité lui demande de faire. Les expériences menées par Milgram ont démontré que des gens ordinaires se trouvaient avec la capacité d'administrer, c'était son expérience, des chocs et des charges électriques, des plus légères aux plus mortelles, à autrui, simplement parce qu'une autorité, une figure d'autorité leur disait l'expérience exige que vous continuez. Alors si vous voulez avoir une idée, une illustration des expériences menées par Milgram, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Et puis regardez également le très bon film I comme Icare, dans lequel joue Yves Montand, un procureur, si mes souvenirs sont bons, qui mène une enquête sur l'assassinat du président de son pays. Ce qui ne va pas sans évoquer l'assassinat de Kennedy. Donc en fait, en ce qui concerne l'état agentique, le sujet ne se sent en fait plus responsable des conséquences de ses actes. Il se considère comme un élément intégré à une structure hiérarchique dont les membres supérieurs qui représentent l'autorité sont directement et personnellement responsables des actes qu'il effectue par obéissance. L'individu aura tendance à s'en remettre aux hommes de science, car ce qui est scientifique est extrêmement valorisé dans nos sociétés en Occident. On l'a suffisamment entendu tous ces derniers temps, ces dernières années, notamment depuis le Covid, c'est la science, c'est scientifique. En fait, ça n'avait rien. C'est un discours complaisant, en fait. La science, c'est pas du tout ça. Enfin bon, on reviendra peut-être là-dessus plus tard. Et puis, le sujet, en fait, l'individu se remémore les souvenirs des situations dans lesquelles la soumission à l'autorité était positivement renforcée, comme à l'école, dans sa famille ou au travail. Donc en fait, l'état agentique explique la manière dont un individu va accepter le contrôle total d'une personne possédant un statut plus élevé que lui, dans une situation sociale particulière. Il s'agit d'un déplacement de responsabilité qui permet au sujet de se représenter comme simple exécutant. Avec ce type de pensée, c'est pas moi qui décide, c'est le système qui l'exige.
L'autorité externe vient fonctionner comme un support identifiable, identificatoire de l'idéal du moi, qui va court-circuiter l'instance surmoïque, le surmoi. Le surmoi, je vous rappelle, c'est le juge, l'inquisiteur, c'est celui qui va dire en nous, c'est pas bien ce que tu fais là, tu devrais pas faire ça, tu devrais le faire autrement, différemment. Ça, c'est le surmoi. Ça nous vient de la deuxième topique de Freud. Donc juste pour rappel, parenthèse, le surmoi, le moi et le ça. Donc en fait, dans ce déplacement, la culpabilité liée à l'acte, elle est neutralisée en fait. Les pulsions agressives ou destructrices, habituellement contenues par le surmoi, se trouvent une voie d'expression légitimée par l'obéissance. Le sujet obéit. Il agit non comme sujet responsable, mais comme un instrument d'une volonté qui lui est présentée comme extérieure et supérieure. Peut-être vous avez déjà eu un petit chef, les personnes comme ça qui montent en grade parfois, ou qui arrivent directement d'ailleurs, qui sont nommées hein, en général. C'est pas par leurs compétences en fait, hein, c'est parce qu'elles s'inscrivent dans un système très hiérarchisé et ce sont de vrais petits capots en fait. Vous avez peut-être déjà eu ce genre d'expérience avec ce petit chef qui tape du poing sur la table et qui vous dit c'est moi le chef, c'est comme ça et pas autrement. Ici on obéit, si on n'obéit pas, eh bien on quitte l'entreprise, on quitte l'institution. Vous devez avoir confiance en moi, vous faites ça. Vous n'êtes pas là pour penser. Alors ça, c'est typique ça. Vous n'êtes pas là pour penser. Vous laissez vos problèmes à la porte de l'entreprise, vous n'êtes pas là pour... Vous faites ce qu'on vous dit. Alors que l'agentivité, ben c'est l'inverse. L'agentivité, ça a été mis en lumière par la théorie sociale cognitive de Bandura. Et l'agentivité, en fait, définit une participation active des individus et des échanges qu'il peut y avoir entre eux. Donc l'esprit humain n'est pas seulement réactif, mais il permet aussi de créer, de générer, d'être proactif et réflexif. Donc là, la responsabilité, on a la responsabilité de ses actes, de ses paroles, de ses agissements. L'individu est capable de motivation et d'autorégulation, au même titre qu'il est capable de prévoir et de planifier en fait. Il ne reste pas inactif, voilà, il prend part véritablement par ses propres décisions. Alors, un mot, si vous ne connaissez pas les expériences de Milgram, c'est une série d'expériences qu'il a menées entre 1960 et 1963. Les sujets expérimentaux sont recrutés par le biais d'annonces dans un journal, avec une petite rétribution, des personnes qui sont âgées entre 20 et 50 ans. Donc en fait, il y a deux individus, un sujet naïf et un compère. Alors le sujet naïf, bah, c'est celui dont on va vérifier son agentivité ou son état agentique. L'expérience, c'est lui on va vérifier sur lui l'expérience qu'on est en train de mener en fait. Alors que le compère, ben lui, il fait partie de l'expérience. Il sait très bien, il va jouer un rôle. Et il y a une simulation de tirage au sort, c'est-à-dire que le sujet naïf ne sait pas qu'il est le sujet naïf, évidemment, qui fait partie véritablement de l'expérience.
Et donc on va leur expliquer que l'expérience porte sur l'apprentissage parce que en fait certaines théories affirmaient que les personnes apprennent mieux lorsqu'elles savent qu'en cas d'erreur elles sont sanctionnées, elles sont punies. Donc une fois qu'on a posé le cadre, on fait le tirage au sort. Le sujet naïf, de toute façon, c'est toujours le sujet naïf, c'est toujours lui. Et le complice, bah, c'est toujours le même, évidemment. Euh, et le complice, donc c'est l'élève, et qui va être installé sur une chaise électrique. Il est sanglé, on place une électrode sur son poignet, après avoir mis de la pommade, enfin, bon, ça fait partie du protocole, mais évidemment, tout ça, c'est faux. Enfin, c'est faux. Le sujet naïf, il croit que c'est vrai, lui. Mais il n'y aura pas de choc, en fait. Euh, alors, on précise quand même que les chocs sont douloureux, mais ne provoquent pas de lésions pour autant. Pour autant. Euh, donc, voilà, le sujet naïf est bien au courant de ça. Donc en fait, l'exercice proposé consiste à apprendre des associations de mots. Donc l'élève apprend des associations de mots. Donc ça, c'est le sujet naïf qui va lire plusieurs couples de mots de manière à ce que l'élève puisse les apprendre. Puis, dans un second temps, le sujet naïf, donc qui est le moniteur, va énoncer un des mots du couple et va demander donc au complice, à l'élève, de choisir parmi 4 mots celui qui était précédemment associé au couple de mots. Et en cas d'erreur, bien sûr, eh bien le sujet naïf va abaisser une manette qui va envoyer un choc électrique. C'est l'expérimentateur aussi qui est là, qui représente la science et l'autorité, qui va effectivement demander au sujet naïf de le faire. S'il n'a pas l'idée de le faire tout de suite, là, lui va s'en charger. Donc en fait, il y avait 30 manettes classées par ordre croissant de 15 à 450 volts. Et toutes les manettes, les inscriptions suivantes étaient notées choc léger, choc modéré, choc très fort, choc intense. Choc extrêmement intense. Attention, choc dangereux. Et pour les 2 dernières manettes, seul un X apparaissait. Et l'expérience prend fin, bien sûr, lorsque on atteint les 450 volts ou lorsque le sujet naïf refuse de continuer l'expérience, malgré les incitations de l'expérimentateur et les ordres de l'expérimentateur. Quels sont les résultats? Eh bien, en fait, ces expériences ont démontré que 62,5% des sujets naïfs, ont été jusqu'au bout. 62,5%. 2 tiers des sujets ont obéi à l'expérimentateur. Donc les 450 volts, quand même, c'est quand même un voltage très dangereux, quoi, qui peut entraîner la mort. Et donc ça interroge. Et donc, en fait, plus tard, bien des années plus tard, on s'est interrogé de savoir si dans les années 2000,
si ces expériences aujourd'hui, enfin dans les années 2000, hein, donneraient toujours le même résultat en fait. Est-ce que les choses n'ont pas évolué? Et donc en fait, on a imaginé de refaire cette expérience-là, mais sous forme d'un jeu télévisé. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, donc on l'avait intitulé Le jeu de la mort, faux jeu, vrai documentaire. Le jeu de la mort, en fait, qui était diffusé en 2010 sur France 2. Euh, là, cette fois-ci, c'était plus un homme de science qui était là, mais c'était une présentatrice. Il y avait les caméras, il y avait un public aussi qui était là pour motiver, et donc on avait toujours le sujet naïf, et puis celui qui se prête au jeu, l'acteur, qui est à peu près dans les mêmes conditions, c'est-à-dire il est toujours sur une chaise électrique, il est dans un dôme, donc on ne le voit pas, mais on l'entend par contre, et on l'entend crier, et on l'entend dire stop, je veux arrêter, je veux arrêter. Et donc, eh bien, le sujet naïf euh, est là, devant un public, devant les caméras, et avec l'autorité représentée par la présentatrice TV, qui est connue, et qui dit de continuer. Même si, même si le complice, lui, euh, celui qui se trouve sous le dôme, hein, supplie d'arrêter. Et à un moment donné, on l'entend même plus, quoi. On l'entend même plus, et le sujet et celui qui fait passer les tests là, le sujet, donc il va continuer, il peut continuer, voilà, à infliger ses décharges électriques, alors que l'autre en face, il ne sait pas s'il est évanoui, s'il est encore vivant, quoi. Il continue. Les résultats ont, sont surprenants. Parce qu'on est passé de 62,5% du temps de 1000 grammes dans les années 60 à 81% en 2010. Alors c'est vrai que cette expérience-là a été elle est controversée parce qu'en fait, il s'agit d'un jeu télévisé, donc un jeu télévisé avec des caméras, etc. Ça ne peut pas aller jusqu'à la mort, donc c'est forcément contrôlé. Mais néanmoins, c'est toujours intéressant ça interroge beaucoup. Une autre expérience menée par Philippe Zimbardo, là c'était dans les années 70, en 73, c'était l'expérience de Lucifer, qui, alors lui, il a transformé le sous-sol du département de psychologie de l'université de Stanford en un environnement carcéral simulé, de manière à examiner si la brutalité des gardiens relevait des dispositions individuelles préexistantes ou si elle était principalement induite par le cadre institutionnel et situationnel. Donc le recrutement des participants obéissait à des critères stricts. Ils devaient être émotionnellement stables, évidemment. Et ils furent ensuite répartis aléatoirement, là, cette fois-ci, entre des rôles de gardiens et de prisonniers. Donc là, il n'y avait pas de complices, en fait. Et les résultats de l'expérience ont suggéré que les individus placés dans certains environnements structurés par des rapports de pouvoir peuvent adopter des comportements en contradiction manifeste avec leur agissement habituel. Les facteurs situationnels exercent un pouvoir considérable sur le comportement, au point de reconfigurer le rapport du sujet à ses actes, en fait. Donc l'expérience là menée par Zimbardo a notamment favorisé un état de désindividualisation permettant d'observer l'évolution progressive du comportement des gardiens
À la suite notamment d'une rébellion des prisonniers, les gardiens ont très rapidement intériorisé leur rôle, mais jusqu'à un niveau à peine pensable, quoi. Donc l'expérience devait durer 2 semaines, mais elle a été interrompue prématurément par une psychologue, Christina Malak, je crois, elle va se prononcer comme ça, venue évaluer les conditions en fait du dispositif expérimental. Elle a été profondément troublée, choquée par le niveau de violence, d'humiliation et de dérive perverse observées dans les interactions entre les gardiens et les prisonniers. C'est une expérience au départ, hein, quand même. Et confronté à cette réalité, eh bien Zimbardo a décidé de stopper l'expérience. Je terminerai par une autre expérience qui a été menée cette fois-ci par Hoffling et ses collaborateurs en milieu hospitalier. Alors là, on s'adresse à des infirmières, 22 infirmières. C'est un médecin, en fait, que ces infirmières ne connaissent pas, qui se présente sous le nom de Dr Smith, par téléphone. Donc déjà, ça, c'est interdit par le règlement. Et ce médecin-là, qu'elles ne connaissent pas, va leur demander, leur donner l'ordre même, d'injecter un produit interdit à l'hôpital, un produit qui n'est pas censé se trouver à l'hôpital, à leurs patients. Donc il va leur demander ça. Et sur le flacon de ce produit, il est indiqué que c'est un produit qui est somme toute dangereux et qu'on ne doit pas dépasser 10 mg. Or, le médecin en question, qu'elles ne connaissent pas, leur demande d'injecter 20 mg. Donc là, les infirmières, elles sont confrontées à quand même un dilemme. Déjà, le médecin ne le connaissent pas, c'est par téléphone, et ensuite, le produit, il est pas autorisé dans l'hôpital, mais le médecin leur demande de faire, et en plus de ça, la dose est demandée d'injection est 2 fois supérieure à la limite autorisée. Sur les 22 infirmières, une seule va refuser. 21 infirmières sur 22 vont injecter le produit. Alors évidemment, c'est une expérience. Donc le produit en question n'était pas dangereux, c'était un placebo, elle ne le savait pas, elle. Les patients, les malades, ils ne sont pas morts, hein, voilà. Ce genre d'expérience interroge, doit nous interroger, ça doit nous poser des questions, ça doit nous interpeller, en fait. Parce que en fait, c'est très facile de transposer ça aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui fait qu'on va obéir à des règles absolument débiles? Parce que c'est l'autorité, parce que c'est le sachant, parce que c'est le médecin. Alors je n'en dirai pas plus là-dessus, mais à chacun de se poser les questions. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre la différence entre l'état agentique et l'agentivité, et de vous poser effectivement un certain nombre de questions. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.